Tu sais, quand la vie semble aller bien, que tout est à sa place, que tu donnes le meilleur de toi-même, corps et âme, et que, sans prévenir, quelqu'un vient et te retire le sol sous les pieds? Tu n'as même pas le temps de comprendre ce qui s'est passé. À un mot mal placé. Une décision sans explication. Et tout à coup, tu te retrouves exclu de ce que tu as mis des années à construire. Mais si je te disais, que ce moment qui ressemblait à une fin était en réalité le début d'un retournement que personne n'aurait imaginé. Une histoire pleine de rebondissements, de tensions, de stratégies et de vérités cachées qui vont te faire douter de qui est le vrai méchant, et qui avait raison depuis le début. Mais attends, reste là. Ce n'est pas juste une histoire d'entreprise. C'est une histoire de dignité, de justice, de courage, et oui, aussi de foi. Si tu aimes les histoires qui te surprennent, qui te tiennent en haleine jusqu'à la dernière seconde et qui te font réfléchir à ta propre vie, abonne-toi à la chaîne, parce que celle-ci, tu ne voudras pas en rater une miette. Je m'appelle Isadora Martins, j'ai 40 ans, une carrière bien construite, et 10 années de dévouement au sein de Technova, une entreprise de solutions numériques en plein essor. J'étais responsable du département de partenariat stratégique, un département que j'avais moi-même mis sur pied à partir de rien. J'avais négocié plus de 80 accords avec des entreprises internationales, formé des équipes entières et réussi à positionner Technova comme un acteur majeur dans le secteur de la technologie. Ce lundi-là, tout avait pourtant un goût étrange. L'air dans les couloirs semblait plus épais, comme si quelque chose planait, invisible mais palpable. Les gens parlaient à voix basse, les regards fuyants. C'était le jour où le fils du fondateur prenait officiellement le poste de PDG. Je l'avais vu une ou deux fois auparavant, Sandro Velasquez. Jeune, beau garçon, sourire de magazine, mais avec cette lueur dans les yeux qui disait « Je n'ai jamais eu besoin de mériter ce que j'ai ». Il était tout juste rentré de ses études à Londres, où il avait suivi un vague master en gestion d'entreprise. Tout le monde savait qu'il avait surtout fait la fête. Moi, j'avais donné mes week-ends à cette boîte, répondu à des appels à Noël, traversé un divorce difficile sans jamais prendre plus de 2 jours de congé. Et Sandro, lui, entrait par la grande porte, sans connaître nos défis, nos luttes, notre sueur. Vers 9h15, alors que je me servais un café avec du lait d'avoine, j'ai entendu des pas assurés entrer dans la salle de pause. Je me suis retournée. C'était lui. Il ne m'a pas salué. Pas un bonjour, pas un regard poli. Il s'est contenté de me fixer comme si j'étais une plante qu'on avait oubliée dans un coin. « Mademoiselle Martins ?» dit-il d'un ton sec. « Dans mon bureau. » Maintenant. Je l'ai regardé, un peu déconcerté. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin, son ton disait tout. Ce n'était pas une invitation. C'était une convocation. Je l'ai suivi, sentant cette tension familière monter dans ma poitrine. Je me répétais que ce n'était qu'une réunion, qu'il voulait sûrement comprendre les opérations, faire connaissance. Mais à peine la porte fermée, il s'est retourné, sans s'asseoir, sans même m'inviter à le faire. « Vous êtes renvoyé. » 3 mots. Froid, sec, sans émotion. Je suis resté figé. « Pardon ? Vous avez entendu. Nous n'avons plus besoin de collaborateurs lents et dépassés dans cette entreprise. Je veux de la performance. Du neuf. » Il feuilletait un dossier comme si de rien n'était, sans me regarder. Je voulais hurler. Le gifler. Pleurer peut-être. Mais à la place, j'ai simplement dit. Compris. Bonne journée, monsieur Velasquez. Je suis sorti, tête haute, mais les jambes en coton. Le plus dur, ce n'était pas la perte d'un emploi. C'était l'effacement. L'effacement de toutes ces années, de tout ce que j'avais donné. Comme si j'étais un fichier qu'on supprimait sans réfléchir. Je suis retourné à mon bureau, et fait mes cartons sans un mot. Les collègues me regardaient, surpris, certains commençaient à se lever pour comprendre. Je leur ai fait un petit signe de tête, pas maintenant. Sur le chemin du retour, les souvenirs défilaient. Les débuts difficiles, les soirées sans fin, les victoires, les batailles internes. Tout cela pourquoi ? Pour être jeté comme un vieux dossier. Mais ce n'était pas la colère qui me rongeait. C'était la curiosité. Pourquoi m'avoir renvoyé si brusquement ? Et pourquoi maintenant, alors que j'étais sur le point de conclure l'un des plus gros contrats de l'histoire de l'entreprise avec un conglomérat européen,
Un partenariat que j'avais bâti pièce par pièce pendant 8 mois. Le lendemain matin, à 8h47, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Isadora, c'est Rui Velasquez. Mon cœur a failli s'arrêter. Rui, le fondateur de Technova. L'homme qui m'avait embauché 10 ans plus tôt après un simple entretien. Il n'appelait jamais pour rien. Je viens d'arriver au bureau. Pourquoi vos affaires ne sont-elles plus là? Je suis restée muette une seconde. Votre fils m'a renvoyé hier. Un silence. Puis une inspiration rapide de sa part. Quoi? Il a dit que j'étais dépassée et inutile à l'entreprise. Le silence s'étira. Puis sa voix, cette fois plus lente, presque glaciale. Est-ce qu'il a lu votre contrat? J'ai froncé les sourcils. Je ne crois pas. Pourquoi? Parce que vous êtes la seule personne autorisée à négocier et signer l'accord avec Axelcom Europe. C'est écrit noir sur blanc. C'est moi qui ai insisté pour cette clause après l'échec de l'accord avec TechWall. Tu te souviens? Mon cœur s'est emballé. Vous voulez dire qu'il ne peut pas conclure l'accord sans moi? Pas légalement. Et certainement pas avec cette entreprise. Ils vous font confiance à vous, pas à un nouveau venu arrogant qu'ils n'ont jamais rencontré. J'ai reposé le téléphone, hébété. Sandro avait tiré sans viser, et maintenant, c'était lui qui allait se tirer une balle dans le pied. Je me suis installée sur mon canapé, le regard perdu dans le vide. Un rire amer m'a échappé. Après tout ce temps, c'était ainsi que ça finissait? Par la maladresse d'un héritier trop pressé de faire ses preuves? Mais ce n'était pas la fin. À 10h13, nouveau coup de fil. Je n'ai pas décroché. Puis un autre. Puis un message vocal. J'ai fini par écouter. Isadora, c'est Sandro. Il semble qu'il y ait eu un malentendu. Je pense que j'ai agi trop vite. Nous avons besoin de vous aujourd'hui. C'est urgent. Pas un mot d'excuse. Juste ce mot, urgent. Un vernis poli sur une panique qu'il ne savait plus cacher. Je n'ai pas répondu. À 10h32, c'est Camilla, une ancienne collègue, qui m'a appelé. Tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer, a-t-elle soufflé. Le vieux Rui est entré dans la salle de réunion, furax. Il a jeté le contrat Axelcom sur la table et a demandé à Sandro s'il l'avait lu avant de te virer. Je souriais déjà intérieurement. Et il a bafouillé un truc sur la vision à long terme. Rui n'a rien voulu entendre. Il a ouvert le contrat à la page de la fameuse clause et a dit à tout le monde, sans Isadora, ce contrat n'a aucune valeur. Sandro a blêmi. L'accord risque de tomber à l'eau. C'était mon moment. Mais je ne voulais pas simplement revenir comme si rien ne s'était passé. Je voulais des conditions. Je voulais du respect. Et surtout, je voulais que ce retour soit vu, entendu, ressenti. À 12h15, j'ai franchi les portes principales de Technova. Pas par l'entrée réservée aux employés. Par le grand hall, comme une invitée d'honneur. Tout le monde s'est retourné. J'ai croisé des regards étonnés, d'autres soulagés. On murmurait, on s'écartait. Je n'étais plus l'employée discrète. J'étais celle qu'on avait voulu effacer et qui revenait pour sauver la boîte. Le réceptionniste s'est levé en hâte. Mademoiselle Martins. Monsieur Velasquez père vous attend dans son bureau. J'ai hoché la tête, digne, calme, forte. Le vrai PDG m'a accueilli debout. Merci d'être venue, Isadora. Je me suis assise sans un mot. Il a soupiré longuement. Je t'ai confié cette entreprise. Et je l'ai confiée à lui, sans comprendre qu'il n'était pas prêt. Ce qu'il t'a fait, c'est inacceptable. J'ai croisé les bras. Je ne suis pas revenu pour l'écouter s'excuser. Je suis revenu parce que je veux qu'on me respecte. Je veux que mon contrat soit revu. Je veux une clause d'autonomie complète sur Axelcom. Et je veux que Sandro reste loin de mon travail. Il a acquiescé immédiatement. Fait. Tout sera par écrit. Tu as ma parole. Je me suis levée. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ce genre de choses ne doit plus jamais arriver. Pas à moi. Pas à personne. Il a hoché la tête, lentement. Et c'est là que j'ai su, c'était moi, désormais, qui avait les rênes. Je suis entrée dans la salle de réunion avec la tête haute. L'atmosphère était tendue, presque électrique. Il y avait quelque chose de différent dans l'air, un mélange d'attente, de peur et de fascination. On aurait dit que tout le monde retenait son souffle. Les membres de l'équipe Axelcom venaient tout juste d'arriver. Des hommes et des femmes en costume impeccable, regards affûtés,
chacun représentant des millions d'euros de chiffre d'affaires potentiel. C'était un moment décisif pour Teknova, et tout le monde le savait. Sauf que la seule personne capable de finaliser ce contrat, c'était moi. J'ai pris place à la tête de la table, à la grande surprise de plusieurs collègues. Un murmure a traversé la salle quand Sandro a tenté de s'asseoir, 2 chaises plus loin. Je l'ai ignoré, comme s'il n'existait pas. Je savais qu'il bouillonnait intérieurement. Il détestait ne pas être le centre de l'attention. Mais ce jour-là, c'était moi que tout le monde regardait. Madame Martins, nous sommes ravis de vous revoir, m'a dit le directeur d'Axelcom avec un léger sourire. Le plaisir est partagé, ai-je répondu, avec ce calme assuré qu'on acquiert après avoir survécu à l'ouragan d'un héritier capricieux. La réunion a duré 2 heures. 2 heures de négociations serrées, de termes modifiés, de clauses ajoutées, de compromis finement ajustés. À chaque étape, j'étais préparé. Et eux? Ils étaient impressionnés. Quand le dernier document fut signé, j'ai levé les yeux vers Sandro. Il était pâle. Humilié. Silencieux. Le contrat était sécurisé. Teknova venait de signer le plus gros partenariat de son histoire. Et moi, je venais de reprendre mon pouvoir. Le soir même, Rui Velasquez m'a convoqué dans son bureau. « Tu as sauvé l'entreprise aujourd'hui », m'a-t-il dit. Et je ne parle pas que de chiffres. Tu as restauré notre crédibilité. Notre nom. Je te dois bien plus qu'un merci. Je suis restée silencieuse. Ce n'était pas l'instant pour les flatteries. Il a sorti une feuille de son tiroir. Voici ton nouveau contrat. Il reflète toutes tes demandes. Autonomie complète, non-ingérence de la direction dans tes décisions, accès direct au conseil exécutif. Et une augmentation, plus que méritée. J'ai lu chaque ligne. Tout était là. Mon cœur battait vite, mais mon visage restait impassible. Je signe, ai-je dit enfin. Mais j'ai une dernière condition. Il a haussé les sourcils. Je veux pouvoir construire une équipe autour de moi. Des gens loyaux, compétents. Et surtout, je veux que tu comprennes quelque chose, Rui. Ce que ton fils a fait n'était pas un accident. C'était un acte volontaire. Et il n'a pas encore fini. Il s'est adossé à sa chaise, l'air soucieux. Je commence à le comprendre. Le lendemain, tout avait changé. Je suis entré dans les bureaux comme une tempête silencieuse. Les regards étaient différents. Mélangés. Certains étaient pleins de respect. D'autres, d'envie, voire de peur. Mais un regard en particulier m'a marqué. Celui de Vanessa, l'assistante personnelle de Sandro. Elle m'a observé de loin, nerveuse, presque agitée. Comme si elle savait que quelque chose se préparait, et qu'elle y était mêlée. Je l'ai gardée à l'œil. Les jours suivants, de petits incidents ont commencé à se produire. Un document que j'avais validé avait été envoyé au mauvais partenaire. Un email que je n'avais jamais écrit s'était retrouvé dans la boîte d'un client. Une réunion à laquelle j'étais censé assister avait disparu de mon agenda partagé. Des erreurs, minimes, mais régulières. Et surtout, toujours traçables à moi. Je n'ai rien dit. Pas tout de suite. À la place, j'ai commencé à documenter tout. Heure par heure. Email par email. Réunion après réunion. J'ai même acheté un carnet physique, oui, à l'ancienne, pour y noter manuellement chaque interaction suspecte. Un soir, alors que je restais tard pour finaliser un rapport, Camilla est venue me voir, l'air inquiet. Isadora, tu dois faire attention. Tu sais quelque chose? Elle a fermé la porte derrière elle. Vanessa, elle imprime des mets. Les tiens. Elle en a glissé un dans le tiroir de Sandro ce matin. Et je l'ai vu sortir de ton bureau hier soir, quand tu étais parti. Je me suis redressée. Tu es sûre? Je le jure. Elle dit à tout le monde que tu deviens parano. Que tu ne dors plus. Que tu fais des erreurs. La stratégie était claire. Il voulait me faire passer pour instable. Incompétente. Peut-être même dangereuse. C'était plus sournois que la première fois. Et infiniment plus dangereux. Parce que cette fois, ce n'était pas une attaque frontale. C'était du poison lent, insidieux, glissé goutte à goutte dans mon dossier RH. Une semaine plus tard, je reçois un message cryptique de Rui. J'ai remarqué des anomalies dans certains rapports. Passe me voir à 18h. Seul. Quand j'entre dans son bureau, il est debout, devant la baie vitrée. Il tient un dossier entre les mains. Je voulais croire que Sandro apprendrait de ses erreurs. Commence-t-il?
Mais, je vois bien qu'il ne fait qu'empirer les choses. Il ouvre le dossier. Me le tend. Des impressions. Email modifié. Horodatage falsifié. Des captures d'écran. Des logs du système informatique. J'ai lancé une enquête discrète avec l'équipe IT. Certains accès non autorisés viennent du poste de Vanessa. Et de celui de Sandro. Je serre les dents. Il veut me détruire de l'intérieur. Mais il n'a pas encore compris que tu n'es plus seul. Il marque une pause. J'ai convoqué une réunion du comité de surveillance pour dans 2 jours. Et cette fois, tu seras là. Je lève les yeux vers lui. Tu veux que je témoigne? Non. Je veux que tu racontes toute l'histoire. Depuis le début. Je veux qu'il voie la vérité. Qu'il t'entende. Un frisson me parcourt. Pas de peur. D'adrénaline. C'est le moment que j'attendais. Le jour de la réunion, je suis arrivée la première. J'étais habillée avec soin. Un tailleur crème, sobre mais puissant. Les cheveux attachés, le regard déterminé. Les membres du comité sont entrés les uns après les autres. Rui était déjà là, bien sûr. Puis Camilla, qui avait été invitée comme témoin. Et enfin, Sandro. Il est entré avec ce sourire arrogant qu'il ne quittait jamais. Mais je l'ai vu se figer en me voyant là. Qu'est-ce qu'elle fait ici? A-t-il lancé, surpris. Elle est ici à ma demande, répondit Rui froidement. Sandro a regardé autour de lui. Il comprenait que cette fois, le terrain lui échappait. J'ai pris la parole. Calme. Posée. Mais tranchante. J'ai exposé les faits, les dates, les preuves. J'ai cité les erreurs accidentelles, les sabotages, les conversations entendues, les logs informatiques. J'ai parlé de la peur, du harcèlement subtil, du climat de silence que Sandro imposait autour de lui. À la fin, il n'y avait plus un bruit dans la salle. Puis Rui a parlé. Sandro, tu m'as trahi. Tu as trahi cette entreprise. Tu as essayé de faire tomber une femme qui a tout donné à Teknova. Tu as failli ruiner notre plus grand partenariat. Et pire encore, tu pensais pouvoir t'en tirer. Il se leva. Tu es suspendu, à effet immédiat. Le comité statuera sur ton sort dans les prochains jours. Sandro n'a rien dit. Il est resté figé. Puis il s'est levé. Et il est sorti. Silencieusement. Mais je savais que ce n'était pas fini. Pendant les jours qui suivirent la suspension de Sandro Velasquez, l'ambiance chez Teknova changea subtilement, mais sûrement. Les couloirs étaient plus calmes. Les chuchotements s'étaient intensifiés. Les gens se croisaient sans vraiment se regarder, comme si chacun redoutait d'être le prochain à être convoqué par le comité. Rui Velasquez avait été clair, une audite interne complète était en cours. Et personne n'était à l'abri. Moi, j'étais revenue à mon poste. Plus puissante que jamais, sur le papier. Mais je savais qu'une guerre silencieuse avait commencé. Car Sandro, malgré sa suspension, n'était pas un homme qui acceptait la défaite. Non. Il était du genre à attendre dans l'ombre. À frapper sans prévenir. Et j'étais prête. La première semaine fut étrange. Les félicitations affluaient, en privé. Des messages discrets sur la messagerie interne. Des post-it anonymes glissés sur mon bureau. Certains venaient de collègues que je croyais indifférents. D'autres de jeunes employés que je n'avais jamais croisés. Merci pour votre courage. Vous avez fait ce que beaucoup n'osaient même pas penser. On vous soutient. C'était flatteur. Mais inquiétant aussi. Car si tant de gens me soutenaient dans l'ombre, c'est qu'ils avaient peur. Peur de quoi? De qui? Un jour, alors que je travaillais sur un plan de relance pour le département des partenariats, j'ai reçu un appel que je n'attendais pas. Bonjour Isadora. C'est Elodie. On ne se connaît pas bien, mais j'ai besoin de vous parler. En privé. Elodie travaillait dans les finances. Je la connaissais de vue, polie, discrète. Bien sûr. Passe à mon bureau. Elle est entrée, les yeux cernés, nerveuse. Avant même de s'asseoir, elle a fermé la porte derrière elle. Je crois que Sandro est toujours actif, à distance. Mon cœur a accéléré. Comment ça? Il a toujours accès à certains systèmes. Des comptes secondaires, des adresses e-mail que personne ne surveille. Il passe par l'un de nos sous-traitants informatiques. Il donne des instructions à distance, par une tierce personne. J'ai froncé les sourcils. Tu en es sûr? Elle a sorti une clé USB. L'a posée devant moi. J'ai des copies de messages. Des échanges entre lui et Vanessa.
Ils communiquent via des serveurs cryptés, mais certains logs ont été récupérés. Techniquement, ce n'est pas une preuve officielle, mais c'est assez pour alerter Rui. Je l'ai remercié. Avec sincérité. Tu sais que tu prends un risque énorme. Elle a hoché la tête. Je sais. Mais je ne veux plus vivre dans une entreprise où la peur dicte la loi. Cette nuit-là, je ne dormis presque pas. Le visage de Sandro me hantait. Son sourire faux. Ses manipulations. Je me demandais combien de victimes il avait déjà faites. Combien avaient simplement démissionné, dégoûté, humilié, sans jamais oser parler. Mais cette fois, c'était différent. Je n'étais pas seule. Et surtout, je savais où chercher. Le lendemain, j'ai pris rendez-vous avec Elena, l'enquêtrice principale de l'audit interne. Une femme méthodique, froide comme l'acier, mais d'une intelligence impressionnante. Je lui ai tout montré. La clé USB. Les emails. Les accès suspects. Les liens avec le sous-traitant. Elle n'a rien dit pendant plusieurs minutes. Puis elle a fermé son ordinateur portable et m'a regardé droit dans les yeux. Ce que vous m'apportez là, peut renverser tout ce que nous pensions savoir. Si c'est avéré, Sandro est coupable de fraude informatique, espionnage interne et sabotage de données sensibles. Je suis restée de marbre. Et Vanessa? Elle est déjà sous surveillance. Elle pense qu'elle est discrète, elle ne l'est pas. 2 jours plus tard, le premier vrai retournement de situation a eu lieu. Un mail interne, envoyé à toute l'entreprise par le service RH, annonçait la mise à pied immédiate de Vanessa Oliveira. Motif? Comportement contraire à l'éthique et entrave à une enquête en cours. Le choc fut immense. Et dans les heures qui suivirent, les langues commencèrent à se délier. Des employés vinrent me voir, un par un. Certains avec des messages, d'autres avec des captures d'écran, ou simplement pour raconter ce qu'ils avaient vu ou entendu. C'était comme si une digue avait cédé. Sandro n'avait pas seulement tenté de me détruire. Il avait manipulé tout un réseau de petits jeux de pouvoir, instillant la peur, l'isolement, la division. Mais alors que je pensais que les choses s'éclaircissaient, un nouveau coup de théâtre est survenu. Un matin, Rui Velasquez m'appela dans son bureau. Il était blême. Isadora, j'ai reçu une mise en demeure, de Sandro. Il menace de nous poursuivre pour diffamation, abus de pouvoir, licenciement abusif, et harcèlement moral de la part d'une collègue. Je suis restée figée. Il veut retourner la situation? Me faire passer pour la persécutrice? Rui acquiesça, les mâchoires serrées. Il a engagé un cabinet d'avocats spécialisé dans les affaires médiatisées. Il prépare quelque chose. Un scandale public, peut-être. Il pense que ça nous fera reculer. Je sentis la colère monter, doucement mais sûrement. Il joue sa dernière carte. Mais il ne me fera pas taire. Rui me fixa, longtemps. Tu es prête à aller jusqu'au bout? J'ai commencé cette bataille. Je vais la finir. Ce soir-là, j'ai reçu un message anonyme. Tu penses avoir gagné. Mais tu ignores encore ce que Rui cache lui aussi. Mon sang se glaça. Était-ce encore Sandro? Ou quelqu'un d'autre? Quelqu'un du conseil? Un autre pion silencieux? Et qu'est-ce que Rui pourrait bien cacher? Je relus encore le message anonyme sur mon téléphone. Tu penses avoir gagné. Mais tu ignores encore ce que Rui cache lui aussi. Je restai assise un long moment dans mon bureau, seule, la lumière bleutée de l'écran éclairant mon visage. Ce n'était pas une menace. C'était une alerte. Et ça changeait tout. Depuis des semaines, j'avais mis toute mon énergie à exposer Sandro. Mais si Rui, celui qui m'avait recruté, soutenu et protégé, cachait quelque chose, alors tout le jeu prenait une autre tournure. Je devais savoir. Le lendemain matin, je pris un café avec Elena, l'enquêtrice interne. Elle était l'une des rares personnes en qui j'avais une confiance presque totale. Est-ce que quelqu'un du comité pourrait être compromis? Lui demandai-je à voix basse. Elle me regarda, intriguée. Pourquoi cette question maintenant? Je lui montrai le message anonyme. Elle fronça les sourcils. Tu crois qu'il vient de Sandro? Je n'en suis pas sûre. Ce style, c'est trop propre. Trop calculé. Sandro est impulsif. Là, on dirait quelqu'un qui veut me pousser à creuser plus loin. Comme si, je n'étais qu'au début de quelque chose. Elena réfléchit un instant. Tu veux que je fouille? Oui. Discrètement. Et commence par les anciens audits financiers. Les années où Sandro n'était pas encore dans l'entreprise.
Pendant qu'Elena s'enfonçait dans les vieux rapports, moi, je reprenais contact avec Elodie, l'analyste financière qui m'avait déjà aidé. Tu peux me sortir les bilans de 2017 à 2019? Mais pas ceux envoyés au conseil. Les versions brutes. Les premières versions. Tu penses à quoi, Isa? Je ne sais pas encore. Mais j'ai une intuition. Et elle me dérange. 3 jours passèrent. Pendant ce temps, Sandro était silencieux. Trop silencieux. Ni mail. Ni appel. Ni plainte officielle. Juste un vide stratégique. Comme s'il préparait quelque chose dans l'ombre. Mais la tension revint brutalement quand Rui entra dans mon bureau, sans prévenir. On peut parler? Je refermai mon ordinateur et lui fis signe de s'asseoir. Qu'est-ce qui se passe? Il inspira longuement. Le conseil veut organiser une assemblée exceptionnelle. Ils veulent revoir l'organigramme exécutif. Ils pensent que la situation actuelle est trop instable. Je plissai les yeux. Instable à cause de Sandro? Il me regarda avec un air étrange. Pas seulement. Certains pensent que tu as trop de pouvoir. Je me redressai, les bras croisés. Tu es d'accord avec eux? Je ne sais plus quoi penser. Je ne veux pas perdre cette entreprise, Isadora. Il avait l'air épuisé. Mais il y avait autre chose dans son regard. Une ombre. Ce soir-là, Elena m'envoya un message. Il faut qu'on parle. J'ai trouvé quelque chose. On se retrouva dans un café discret, à l'écart du bureau. Elle sortit un dossier de son sac. Regarde ça. C'était un rapport d'audit de 2018. Une ligne en particulier m'interpella. Transfert exceptionnel à une société partenaire, 2,7 millions d'euros. C'est quoi cette boîte? Demandai-je. C'est là que ça devient intéressant, dit-elle. La société en question n'existe plus. Radiée 1 an après. Mais devine qui en était actionnaire principal? Je la regardai, déjà glacée de l'intérieur. Sandro? Elle secoua la tête. Non. Rui. Le choc fut brutal. Rui. Le patriarche. Le fondateur. Celui qui s'était présenté comme l'homme de principe. Avait-il détourné des fonds? Manipulé les chiffres pour couvrir une erreur? Était-ce pour son fils? Pour lui-même? Elena poursuivit. Le transfert est passé sous silence dans la version finale du rapport. Et devine qui l'a signé? Elle posa devant moi une copie du document. En bas, noir sur blanc, signature de Isadora Martins. Je reculai, les yeux écarquillés. Je n'ai jamais signé ça. Ils ont utilisé ta signature. Copiée sur un autre document. Un frisson me parcourut. J'avais été utilisé. Impliqué à mon insu dans une dissimulation financière. Et si ce message anonyme venait d'un lanceur d'alerte à l'intérieur? Et si Sandro n'était que la partie visible de l'iceberg? Le lendemain, Rui m'invita à déjeuner. Le timing n'était pas innocent. Je voulais qu'on parle, en dehors du bureau, dit-il, en coupant son steak. Je jouais le jeu. Bien sûr. De quoi s'agit-il? Il évita mon regard pendant quelques secondes. Je sais que tu creuses dans le passé. Les audits. Les rapports. Je posai ma fourchette. Tu veux me dire quelque chose, Rui? Ou tu veux juste voir jusqu'où je vais aller? Il s'essuya la bouche avec une serviette. Tu ne comprendrais pas. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour sauver l'entreprise. À une époque où personne ne croyait en nous. C'était ça ou la faillite. Et je devais protéger Sandro. Je me penchai vers lui. Et moi? Tu m'as fait signer un faux. Tu as sali mon nom sans que je le sache. Il soupira. Je pensais que tu ne t'en rendrais jamais compte. Tu t'es trompé. Le silence entre nous devint un abîme. Je le regardais comme on regarde un étranger. Il avait trahi ma confiance. Et plus encore, il avait tenté de se servir de moi comme d'un paratonnerre pour ses propres fautes. Je sortis du restaurant sans finir mon plat. Le matin de l'assemblée extraordinaire, le ciel au-dessus de Teknova était gris, comme s'il annonçait lui aussi la tempête à venir. Je me levai tôt, trop tôt. J'avais dormi à peine 2 heures. Comment dormir, quand l'on sait que le lendemain, tout peut basculer? Je passai une robe noire sobre, un tailleur structuré, une coiffure tirée, impeccable. Mon armure. Parce qu'aujourd'hui, je n'allais pas seulement défendre mon poste. J'allais affronter la vérité tout entière. La salle du conseil était pleine. Tous les membres étaient là. Rui était assis à la tête de la table, les mains croisées.
Sandro était là aussi. Il n'aurait jamais dû être présent, il était suspendu, mais il s'était invité. Avec un regard froid et ce sourire d'arrogance contrôlée. J'entrai sans saluer personne. J'allais m'asseoir directement à la droite de Rui. Et je le regardais. Longuement. Il évita mon regard. Coupable. Le président du conseil ouvrit la séance. Nous sommes ici aujourd'hui pour faire la lumière sur les récents événements ayant affecté la direction de Technova. Il regarda tour à tour Sandro, Rui, puis moi. Les allégations sont graves. Détournement de fonds, falsification de documents, sabotage interne. Sandro leva la main. Je voudrais commencer. Avec votre permission. Tous se tournèrent vers lui. Rui ouvrit la bouche pour l'interrompre, puis se ravisa. Sandro se leva. Il sortit un dossier de son attaché-caisse. Voici les preuves d'une manipulation orchestrée par Madame Martins. Depuis le début, elle cherchait à prendre ma place. Elle s'est infiltrée dans les finances, a modifié des rapports, et a falsifié des documents pour me faire accuser. Pire encore, elle a tenté de discréditer mon père. Je me retins de rire. Quelle audace! Il brandit une feuille. Voici un document prouvant qu'elle a elle-même signé un transfert frauduleux de 2,7 millions d'euros en 2018. C'est son écriture. Sa signature. Noir sur blanc. Tous se tournèrent vers moi. Je me levai calmement. Ce document, je l'ai vu. Et je peux vous dire avec certitude, cette signature a été copiée. J'ai les preuves techniques, les analyses de métadonnées, et les témoignages d'experts. Cette signature est un faux, et le document a été inséré dans les archives après coup. Je déposai à mon tour un épais dossier sur la table. Voici ce que vous ne savez pas. Ce transfert a été effectué vers une société écran, contrôlée par Rui Velasquez. Et ce, bien avant que Sandro ne rejoigne officiellement l'entreprise. Il a été utilisé pour sauver Technova d'une faillite imminente, mais jamais déclarée. Et pour couvrir cette irrégularité, Rui a falsifié un rapport et utilisé ma signature sans autorisation. Un silence. Glacial. Sandro souriait. Presque soulagé. Donc vous accusez mon père maintenant? Après avoir tenté de me détruire? Je n'accuse pas, Sandro. Je révèle. Ce que ton père a fait, je peux presque le comprendre. Il pensait protéger son entreprise. Mais toi, tu as utilisé des techniques dignes d'un prédateur. Tu as tenté de salir ma réputation, manipuler des collègues, et faire tomber tout le monde avec toi. Rui se leva lentement. Tout ce qu'elle dit est vrai. Tous se figèrent. J'ai autorisé ce transfert. J'ai pris cette décision seule. À l'époque, je croyais ne pas avoir le choix. Mais j'ai eu tort de cacher la vérité. Et encore plus tort de mêler Isadora à cela. Il me regarda enfin. Je suis désolé. Ce mot résonna dans la pièce comme une lame qui tombe. La réunion dura encore 2 heures. Tout fut décortiqué, documenté, analysé. Les conseillers demandaient des précisions, recoupaient les témoignages. Puis, le président du conseil conclut. Nous allons délibérer. Vous recevrez notre décision dans les 48 heures. Je sortis de la salle vide de toute émotion. Sandro me suivit dans le couloir. Tu crois avoir gagné? Je me retournai vers lui. Mon regard était glacé. Je ne suis pas en train de gagner, Sandro. Je suis en train de nettoyer ce que vous avez pourri. Il s'approcha, trop près. Tu n'as pas idée de ce que j'ai encore entre les mains. Je penchai légèrement la tête. Et toi, tu n'as pas idée de combien de gens veulent te voir tomber. Ce soir-là, je restai tard dans mon bureau. Je fixais les lumières de la ville par la vitre. Je pensais à tout ce que j'avais traversé. À tout ce que j'avais perdu. Mais aussi à ce que j'avais reconstruit. Puis mon téléphone vibra. Un message. Tu ne t'attendais pas à ce que Rui dise la vérité, hein? Et pourtant, ce n'est pas fini. Le conseil a ses propres secrets. Regarde dans les contrats de sous-traitance signés entre 2020 et 2021. Cherche le nom, Emerald Group. Mon cœur s'accéléra. Mais cette fois, je n'étais plus sous le choc. Cette fois, j'étais prête. Le message parlait d'un nom, Emerald Group. Je l'avais relu des dizaines de fois.
Regarde dans les contrats de sous-traitance signés entre 2020 et 2021. Cherche le nom, Emerald Group. Un nom qui, jusque-là, ne m'avait jamais frappé. J'étais responsable des partenariats, mais les contrats de sous-traitance, en particulier ceux liés à l'infrastructure IT, passaient souvent par le conseil, plus précisément par deux membres très discrets, Marcos Deville et Céline Duarte, les doyens du comité. Je me mis à creuser. Elodie, fidèle au poste, m'aida à récupérer certains contrats classés restreints dans le système. On dut passer par une autorisation spéciale, que Rui signa sans même lire. Je te fais confiance, dit-il simplement. Ironique, non? En une nuit, j'avais les pièces. Emerald Group n'était pas une entreprise. C'était une façade, une coquille vide qui facturait des services de cybersécurité, maintenance préventive et externalisation administrative. Des millions d'euros étaient passés par elle. Et les virements partaient ensuite, vers des comptes offshore. La partie la plus choquante? Céline Duarte figurait sur les documents comme consultante externe, pour Emerald Group. Et Marcos Deville? Il avait signé l'accord. Je restais assise dans mon bureau jusqu'à 3 heures du matin. J'avais tout sous les yeux. Je pouvais déclencher une bombe. Mais je devais choisir, lancer un scandale public, avec toutes les conséquences, pour moi, pour les employés, pour Rui, ou jouer mes cartes plus intelligemment. J'envoyai un message à Elena. On a trouvé pire que Sandro. Et c'est dans le cœur du conseil. Le lendemain, Rui entra dans mon bureau, l'air tendu. Ils veulent te faire porter le chapeau pour les fuites récentes, dit-il sans détour. On m'a dit qu'une motion pour te suspendre pourrait être lancée. Je me levai. Qui, exactement? Il baissa les yeux. Marcos. Et Céline. Ils disent que tu es dangereuse pour la stabilité de l'entreprise. Je le regardai droit dans les yeux. Tu sais ce qu'ils ont fait, Rui. Tu les laisses encore agir? Il inspira profondément. Je n'ai pas les preuves. Et ils ont des alliés. Je souris doucement. Moi aussi. 2 heures plus tard, je convoquai une réunion. Mais pas avec le conseil. Avec les cadres intermédiaires, les gestionnaires, les chefs de projet, les visages invisibles mais essentiels. Je leur montrai des extraits de documents. Des preuves de manipulation. D'abus. Vous avez tous vu des collègues disparaître. Des talents écrasés. Des décisions injustes. Vous avez pensé que c'était la politique. Ce n'était pas ça. C'était une élite corrompue, qui vous a sacrifié pour se protéger. Les visages se tendaient. Certains se regardaient, stupéfaits. Il est temps de reconstruire cette entreprise. Ensemble. Mais pour ça, je vais avoir besoin de vous. Le tonnerre d'applaudissements fut silencieux, mais réel. Des regards affirmés. Des têtes qui hochaient. Des alliances qui naissaient. Le jour suivant, je déposai un dossier complet auprès du président du conseil externe, un juriste indépendant chargé d'auditer les comportements du comité en cas de crise. Je l'avais préparé avec soin. Et dans la dernière page, une clause. Si des mesures ne sont pas prises dans les 72 heures, les informations seront transmises aux autorités compétentes et à la presse économique. Le jeu était clair. Transparence ou scandale. La réponse arriva plus vite que prévu. Le conseil convoqua une session fermée. Ni Sandro, ni Rui, ni moi ne pouvions y entrer. Mais Camilla, désormais promue au poste de responsable des communications internes, me fit un compte-rendu discret. Céline a nié. Marcos a tenté de détourner la discussion. Mais les documents étaient irréfutables. Ils ont essayé de reporter la faute sur Rui, mais Elena avait déjà validé tout. Et la décision? Demandai-je, le souffle court. Elle sourit. Ils sont suspendus. En attente d'une procédure disciplinaire. Et toi? Moi? Le conseil veut te nommer au poste de directrice générale par intérim. Je restai figé. Pardon? Ils te font confiance. Tu es la seule à avoir tenu bon. Et surtout, tu as encore la loyauté des employés. Ce soir-là, Rui entra dans mon bureau, les yeux humides. Tu as sauvé cette entreprise 2 fois, Isadora. La première, en ramenant Axelcom. La seconde, en nous sauvant de nous-mêmes.
Je me levai, m'approchai de lui. Tu m'as blessé, Rui. Tu as utilisé ma signature. Tu m'as menti. Je sais. Et je n'ai pas d'excuse. Mais je veux réparer. Si tu acceptes ce rôle, je partirai. Je veux que Teknova reste entre de bonnes mains. Il tendit la main. Je la pris. Pas pour lui. Mais pour ce qu'on allait bâtir à partir de maintenant. J'étais là. Debout, face à la grande baie vitrée du 19e étage, dans le bureau de la direction générale. Celui où tant de décisions avaient été prises. Celui d'où Sandro avait tenté de me faire disparaître. Celui où Rui avait couvert des erreurs du passé. Et maintenant, ce bureau portait mon nom. Isadora Martins, directrice générale par intérim. Mais ce titre n'était que la surface. Car ce que j'étais devenue, en vérité, c'était une femme libre. Une femme debout. Une femme écoutée. Les premiers jours après la nomination furent intenses. Réunion avec les chefs de département. Audit de toutes les opérations. Entretien confidentiel avec les employés pour comprendre ce qu'ils avaient vécu sous le règne de la peur. Chaque jour, je découvrais des histoires enfouies. Des collègues talentueux poussés à la démission. Des promotions bloquées sans explication. Des équipes réduites au silence. Et je me faisais une promesse, ça n'arriverait plus jamais. Le conseil, en attendant la nomination officielle d'un PDG permanent, me donna carte blanche. Ma première action, la création d'un comité de transparence et culture d'entreprise, composé de personnes de tous les niveaux hiérarchiques. Ma deuxième décision, réintégrer ceux qui avaient été injustement évincés. Certains acceptèrent, les larmes aux yeux. D'autres, encore blessés, refusèrent. Et je les comprenais. Enfin, je lançai un programme appelé « Voix libre », une plateforme anonyme où chaque employé pouvait signaler abus, idées, ou simplement parler. En moins d'une semaine, plus de 120 messages furent reçus. Des idées brillantes. Des dénonciations justes. Et surtout, de l'espoir. Et Sandro? Ah, Sandro. Il était parti. Silencieusement. Pas de communiqué. Pas de conférence de presse. Il avait signé un accord discret avec le conseil, acceptant de se retirer définitivement. Mais le monde des affaires était petit. Très petit. Sa réputation l'avait précédé. Des articles commencèrent à paraître. Un héritier sans éthique. Quand l'ambition détruit la raison. La renaissance de Teknova dirigée par une femme qui a tout risqué. Je ne jubilais pas. Je ne riais pas. Je ressentais juste la paix. Un jour, en sortant d'une conférence sur l'éthique en entreprise, où j'avais été invitée comme intervenante principale, je le vis. Sandro. Assis seul sur un banc, près du parking souterrain. Il me vit. Se leva. Isadora. Je m'arrêtai à quelques pas. Il avait changé. Les épaules courbées. Le regard moins hautain. Presque humain. Je voulais juste te dire, je n'ai jamais pensé que tu irais aussi loin. Je haussai les sourcils. C'est peut-être ça, ton plus grand problème, Sandro. Tu n'as jamais su reconnaître la force des autres. Il hocha lentement la tête. J'ai perdu tout ce que je croyais être à moi. Le respect. Le nom. L'entreprise. Tu ne les as pas perdus. Tu ne les as jamais mérités. Il ne répondit pas. Je le laissai là, avec ses regrets. Je n'avais plus de place pour la colère. Et Rui? Il tint sa promesse. Il annonça publiquement son départ à la retraite, dans un communiqué où il assumait ses erreurs passées. Il me remercia pour ma lucidité implacable et déclara que l'avenir de Teknova n'était plus entre les mains des héritiers, mais entre celles de ceux qui bâtissent. À la fin de son discours, il descendit de l'estrade, et me serra la main, devant tous les employés. Un geste simple, mais un symbole fort. Quelques mois plus tard, le conseil me proposa officiellement le poste de PDG. Je pris mon temps. Je réfléchis. Et un matin, en marchant dans les couloirs, en croisant les nouveaux visages, les anciens revenus, les sourires sincères, je compris. Ce n'était pas une fin. C'était un commencement. J'acceptai. Le jour de mon investiture, je pris la parole devant toute l'entreprise. Certains d'entre vous me connaissent depuis 10 ans. D'autres depuis 10 jours. Mais je veux que vous sachiez une chose. Personne ici n'est invisible. Votre travail. Votre voix. Votre dignité. Tout compte. Un tonnerre d'applaudissements. Je ne suis pas ici pour être une chef.
Je suis ici pour écouter, apprendre et construire avec vous. Parce que l'avenir de Technova, c'est nous tous. Ce soir-là, seul dans mon bureau, je regardais le vieux contrat d'Axelcom, celui qui avait tout déclenché. Je le rangeai dans un tiroir, doucement. Puis je pris un papier blanc. Et j'écrivis une phrase. Le silence n'est pas une option. Je l'affichai sur le mur, juste au-dessus de ma table. Pour que chaque jour me rappelle qui je suis. Et ce que jamais, plus jamais, je ne permettrai. L'histoire que vous venez de suivre, celle d'Isabelle Moreau, n'est pas simplement un récit d'entreprise, de pouvoir, de trahison et de résilience. C'est une histoire humaine, universelle, profondément réelle, même dans ses aspects les plus romanesques. Car au fond, qui d'entre nous n'a jamais été victime d'injustice? Qui n'a jamais senti le poids du silence, le goût amer de l'abandon, ou cette brûlure dans la gorge qu'on ressent lorsqu'on sait qu'on vaut plus que ce que l'on nous fait croire? Isabelle, c'est chacune et chacun de nous. C'est cette voix intérieure qui nous dit de continuer, même lorsque tout semble perdu. C'est ce courage qui renaît des cendres, cette force tranquille qui se lève au milieu du chaos. Elle a été humiliée, trahie, utilisée. On l'a effacée d'un trait de plume, comme si 10 ans de travail, de loyauté, d'amour pour son métier ne valaient rien. Et pourtant, elle n'a pas cédé. Elle n'a pas baissé la tête. Elle n'a pas répondu à la haine par la haine. Elle s'est relevée, avec dignité, avec stratégie, avec foi. Et vous, là, de l'autre côté de cet écran, vous avez peut-être, vous aussi, traversé des tempêtes. Vous avez peut-être été rejeté, incompris, ou piétiné par ceux qui croyaient pouvoir tout vous enlever. Mais si cette histoire vous a touché, ce n'est pas pour vous faire pleurer. C'est pour vous rappeler qui vous êtes. Vous n'êtes pas défini par ce que les autres disent de vous. Vous n'êtes pas limité par ce qu'on vous a fait subir. Vous avez une valeur unique, un potentiel immense, une lumière qui attend de briller. L'histoire d'Isabelle nous montre que les systèmes injustes peuvent tomber. Que ceux qui se croient intouchables peuvent être confrontés à la vérité. Et que la justice peut triompher, quand elle est portée par la persévérance, l'intelligence et le cœur. Elle nous enseigne aussi que le pardon n'est pas la faiblesse, mais une forme suprême de puissance. Isabelle n'a pas écrasé ses ennemis. Elle a exposé leurs actes, rétabli la vérité, mais elle a choisi de reconstruire au lieu de se venger. Elle a compris que sa paix ne dépendait pas de leur ruine, mais de sa propre liberté intérieure. Alors maintenant, je veux vous parler à vous, directement. Oui, toi qui lis ceci. Tu as suivi cette série. Tu as ressenti les émotions. Tu t'es attaché à Isabelle, tu as espéré, tremblé, applaudi. Et peut-être qu'au fond de toi, une petite voix dit « Et moi? Qu'est-ce que je fais avec tout ça ?» Alors laisse-moi te poser une question. Qu'est-ce que cette histoire a réveillé en toi? Est-ce une blessure ancienne, une injustice jamais digérée? Est-ce une envie de te relever? De tourner une page? Ou simplement un élan pour oser, enfin, être ce que tu es? Je veux t'inviter maintenant à ne pas garder cela pour toi. Si cette histoire t'a touché, clique sur j'aime. Laisse un commentaire. Abonne-toi à la chaîne. Pas seulement pour soutenir notre travail, bien que cela soit précieux, mais parce que tu fais partie de cette communauté de cœurs éveillés, de gens qui veulent plus que des histoires banales. Tu veux des récits qui t'élèvent, qui t'inspirent, qui te bousculent et te rappellent qu'il y a en toi une force que personne ne peut détruire. Et maintenant, si tu es encore avec moi, j'aimerais te parler d'un autre amour. D'une autre histoire. Bien plus grande. Bien plus profonde. Une histoire vraie. Une histoire éternelle. Tu vois, l'histoire d'Isabelle est belle, mais elle reste humaine. Elle a triomphé dans une entreprise. Elle a gagné un combat. Mais il y a un autre combat, beaucoup plus invisible, que nous menons tous, chaque jour, le combat de notre âme. Et dans ce combat-là, il y a une vérité que je veux te partager. Elle se trouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 3, verset 16, où il est écrit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lis bien ces mots. Car ils te concernent. Dieu. Ce n'est pas un concept froid ou une idée lointaine. C'est un Père aimant, parfait, juste. Il t'a créé. Il te connaît mieux que personne.
Il connaît ton passé, tes douleurs, tes échecs. Il sait ce que tu ne montres à personne. Et malgré tout cela, il t'aime. Il t'aime à un point inimaginable. Tellement qu'il a envoyé son propre Fils, Jésus-Christ, pour te sauver. Pas parce que tu le mérites. Pas parce que tu es parfait. Mais parce que lui, est parfait en amour. Jésus est venu sur terre. Il a vécu parmi nous. Il a guéri, pardonné, enseigné. Et surtout, il est mort pour toi. Oui, pour toi. À la croix, il a porté le poids de tes fautes, de tes erreurs, de tes douleurs. Il a payé le prix que toi et moi ne pouvions pas payer. Et il ne s'est pas arrêté là. Le troisième jour, il est ressuscité. Vainqueur de la mort, du péché, du mensonge. Pourquoi? Pour que toi aussi tu puisses ressusciter. Pas seulement à la fin des temps, mais ici, maintenant. Ressusciter de l'angoisse, du vide, de la honte, de la peur. Pour que tu vives une vie nouvelle, remplie de sens, de paix, et surtout, d'espérance. Ce n'est pas une religion que je te propose. C'est une relation vivante avec celui qui t'a aimé le premier. Et aujourd'hui, là où tu es, tu peux dire oui à cet amour. Tu peux dire, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité. Je te donne ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Sauveur. Pardonne mes fautes. Change mon cœur. Je veux vivre pour toi, dès aujourd'hui. Si tu as dit ces mots avec sincérité, alors sache que le ciel entier se réjouit. Tu n'es plus seul. Tu es enfant de Dieu. Racheté. Sauvé. Et rien, ni personne, ne pourra te arracher de ses mains. Tu as maintenant une force en toi que ni l'injustice, ni les trahisons, ni même la mort ne peuvent briser. Parce que tu es aimé d'un amour éternel. Alors, mon ami, ma sœur, mon frère. Marche avec foi. Lève la tête. Le monde peut être dur, mais tu n'es pas abandonné. Tu es choisi. Tu es aimé. Et souviens-toi, même si un jour tu es rejeté par les hommes, Jésus ne te rejettera jamais. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Merci pour ton cœur ouvert. Merci pour ta présence. N'oublie pas de liker cette vidéo, de t'abonner à la chaîne, et de la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que la justice existe, que le pardon est possible, et surtout, que l'amour de Dieu ne faillit jamais. On se retrouve très bientôt, pour une nouvelle histoire. Mais d'ici là, prends soin de ton cœur. Et laisse Jésus en prendre soin aussi. À très vite.